Madame la commissaire, chère Corinna, Monsieur les présidents et vice-présidents des régions dites ultra-périphériques et qui le sont, Mesdames et Messieurs les ministres, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Enfin, on doit toujours dire ça. En règle générale, ce n'est pas vrai. Mais pour cette fois-ci, c'est vrai, parce que nous portons, Corinna, Monsieur Vallin, moi-même, la Commission, une attention particulière aux régions ultra-périphériques qui sont des avant-postes de l'Europe dans le monde. Et tout en étant éloignées de nous par la distance géographique, les régions ultra-périphériques ne sont pas par le cœur. Je voudrais adresser un message de sympathie tout particulier à nos amis en Guyane qui traversent des heures difficiles. Et je voulais leur dire que toute ma sympathie est de leur côté. Parce qu'en Guyane, comme ailleurs, nous avons fauté par inattention. Et la Guyane n'est pas le seul territoire ultra-périphérique à se trouver dans cette situation. Les autres ne comprennent d'ailleurs pas que les régions ultra-périphériques font partie entière de l'Europe. Un jour, je suis à Madrid avec le roi, avec le président turc, qui n'était pas encore Erdogan, et Clinton et Chirac autour d'une même table, pour une réunion, je crois, de l'OTAN. Nous étions 6. Et puis Clinton demande à Chirac, où est-ce que tu vas, c'était en juillet, où est-ce que tu vas passer tes vacances? Il dit, je vais à La Réunion. Les micros, lorsqu'on commence à critiquer les États-Unis, les micros immédiatement tombent en panne. That's old Europe. Et puis, Jacques Chirac dit à Bill Clinton, je vais à La Réunion, et puis Clinton, qui a tout de même des services secrets performants et des systèmes satellitaires ultra performants, dit « ça se trouve où ?» Alors Chirac lui explique l'affaire, et puis Clinton dit « et les Français acceptent ça, que le président de la République passe ses vacances à l'étranger ?» C'est typique pour la façon dont certains ne cessent d'entrevoir les réalités qui sont celles des régions ultra-périphériques. La Réunion se trouve en France et les autres régions ultra-périphériques se trouvent en Europe, et vous êtes parmi les représentants nobles de l'Union européenne, et donc je voudrais vous saluer aujourd'hui de tout mon cœur. Les milliers de kilomètres qui nous séparent géographiquement sont, je crois, je veux l'espérer, largement comblés par une proximité de cœur, une conviction partagée qui veut qu'en unissant nos efforts, chacun de nous s'en sortira mieux. C'est un aspect essentiel de ce que j'oserais appeler notre partenariat privilégié, parce que c'est un partenariat. Ce n'est pas une relation de condescendance, c'est un partenariat qui doit se développer sur un pied d'égalité. Et c'est aussi la relation entre le reste de l'Union européenne et notre parti noble que vous représentez, une affaire de conviction qui demande de l'enthousiasme, de la détermination, mais parfois aussi de la patience. Et je dois dire que les présidents de vos régions, ainsi que vos députés au Parlement européen, ne manquent d'aucune de ces qualités. J'ai rencontré vos présidents en avril 2016, je crois. C'est établi entre nous une
une relation particulière parce que je suis immédiatement tombé sous le charme de vos présidents et des régions qu'ils représentent, des peuples qui les ont envoyés. Et j'ai vu vos députés au Parlement européen qui sont des ardents défenseurs des régions ultra-périphériques. Et je voudrais non seulement les saluer ce matin, mais aussi les remercier pour ce qu'ils ne cessent de faire avec doigté, avec élégance, avec conviction. Sans vos députés au Parlement européen, vous seriez moins fort. Et donc, vous devez savoir que vos députés au sein du Parlement européen sont des représentants ardus et qui, avec une conviction ardente, représentent leur pays, évidemment, leur nation, évidemment, mais aussi les spécificités des régions ultra-périphériques que la plupart d'entre vous représentaient. Ce 4e forum des régions ultra-périphériques revêt une importance particulière. Il vient une semaine après les célébrations du 60e anniversaire des traités de Rome, mais il intervient à un moment où, ensemble, nous avons pour devoir, là encore ardent, de préparer l'avenir. La Commission va présenter d'ici quelques mois une stratégie renouvelée pour vos régions, qui prendra en compte les évolutions économiques des dernières années et les attentes de vos citoyens. Cet exercice, nous ne le faisons pas pour nous, si, nous le faisons aussi pour nous, puisque nous faisons partie d'un même ensemble, mais nous le faisons, nous qui ne sommes pas isolés dans une tour d'ivoire tout près d'ici, qui s'appelle Berlaymont, nous le faisons pour vous et nous voudrions le faire avec vous. C'est ma conception d'un véritable partenariat qui doit reposer sur un dialogue réel et sur une connaissance accrue des spécificités des régions ultrapériphériques sur le continent européen. Cette connaissance des spécificités des régions ultrapériphériques est sous-développée. Et donc, il est de notre devoir à tous, non pas de faire la propagande des régions ultrapériphériques, mais d'expliquer les spécificités de ces régions et de ceux qui les habitent. Notre communication, elle, sera nourrie de ces débats et de ces réflexions qui seront les vôtres, de nos propres évaluations des mesures actuelles et des idées pour l'avenir, de l'approche commune que vos régions, enfin je dis toujours vos régions, je devrais dire nos régions, mais enfin pour la simplicité des propos et pour permettre à tout le monde de suivre la logique et la cohérence de mon discours, je dis vos régions, mais c'est aussi mes régions, et donc font partie de cette analyse et de cette méditation sur nos régions et vos régions, une meilleure connaissance des différences qui existent entre les unes et les autres. Ce sera une stratégie, celle que nous allons développer, pour un ensemble de régions, mais des régions qui sont très différentes des unes des autres. Chacune de vos régions a des spécificités distinctes dont je vous ai demandé de tenir compte lorsque j'ai invité vos présidents de région à me faire parvenir vos réflexions. Pour ma part, je peux confirmer que la Commission continuera à prendre en compte les spécificités, les différences, qui ne sont pas des divergences entre les différentes régions. Et je fais toute confiance à la commissaire Crețu, à mon amie Corina, pour continuer à y apporter une vigilance et une attention soutenue, ce qu'elle fera évidemment parce qu'elle n'aime pas se brouiller avec le président de la Commission. Et elle est très engagée sur ce que je n'ose pas appeler une affaire. Elle prend soin des régions ultrapériphériques et je l'aime aussi pour ça. Ce n'est pas la seule raison, mais aussi pour ça. Les contraintes, mes chers amis, qui sont les vôtres, sont reconnues et gravées dans le marbre des traités. L'éloignement,
l'insularité, un relief, un climat difficile. Et seule une approche spécifique, région par région, peut permettre d'y remédier. L'arrêt de la Cour de justice de décembre 2015, en rappelant ces spécificités, a renforcé cette grille de lecture. Moi, je suis un partisan chaud du contenu et de la logique qui ont mené au contenu de l'arrêt de la Cour de décembre 2015. D'ailleurs, la Commission a perdu partiellement cette affaire. Mais ce n'était pas ma commission, c'était l'autre. Et donc, ce qui me permet d'en parler avec autorité. Mais je vous ai expliqué à vous tous que, oui, l'arrêt va dans la bonne direction. Il n'y a rien à redire à la substance de ce qui fut l'arrêt de la Cour de décembre 2015. Nous avons donc là, avec cet arrêt, une base solide pour donner un nouvel essor à notre partenariat et à mieux utiliser les moyens dont nous disposons pour vous aider à surmonter ces contraintes, tout en tirant pleinement profit des atouts remarquables que vous avez en main. Toutes les politiques de l'Union s'appliquent à vos régions, à vos territoires, et elles sont là pour vous aider à donner de réelles perspectives d'avenir à vos citoyens et notamment aux plus jeunes d'entre eux. La politique de cohésion joue bien évidemment un rôle clé. Vous bénéficiez d'un soutien financier significatif qui, sur la période 14 à 20, s'élève à 6,5 milliards d'euros. Ce sont des fonds qui contribuent et qui doivent contribuer au développement de vos économies, notamment en améliorant vos infrastructures et votre intégration économique régionale, comme c'est le cas en Guadeloupe, avec le financement d'un projet d'aérogare régional qui permet de faciliter et d'augmenter les échanges commerciaux et touristiques avec vos voisins de la Caraïbe. À l'âge du numérique, des infrastructures de qualité, cela veut dire aussi des accès Internet à haut débit performants, moins chers, couvrant à terme tout le territoire régional. Raison pour laquelle les fonds européens vont soutenir un projet visant à étendre la couverture Internet en Martinique à des zones aujourd'hui peu couvertes et à améliorer la qualité de la connexion Internet des entreprises. D'ici 2018, 59% de la population martiniquaise devrait ainsi bénéficier d'accès de qualité. Les fonds européens contribuent également à améliorer la vie quotidienne de vos concitoyens en remédiant aux problèmes de production en électricité de certaines parties isolées de vos régions. L'exemple du projet d'électrification d'une commune rurale de Guyane, le long du fleuve Moroni, en est une bonne illustration. C'est en fait, il faut le dire, de ceux qui habitent ce qu'ils appellent la métropole, c'est en fait la commune la plus étendue de France. Elle couvre plus de 18 000 km². Je me rends compte d'ailleurs que c'est 6 fois le Luxembourg. 18 000 km², et c'est une commune qui connaît un fort essor démographique, 18 fois plus rapide que la moyenne républicaine. Mais c'est aussi une commune enclavée et isolée. Et ce projet a permis à 265 foyers de bénéficier de nouveaux moyens de production d'électricité. Vous pouvez me dire, 255 foyers, c'est peu de choses. Mais pour chaque foyer concerné, c'est une énorme affaire. Je ne vais pas multiplier les exemples, parce que ceux que je ne mentionnerai pas sortiraient d'ici frustrés, jaloux, abattus, affaissés. Mais chacune de vos régions peut témoigner de nombreuses réalisations dans différents secteurs qui ont pu se faire grâce à une utilisation que j'espère intelligente des fonds européens
et qui ont apporté un changement visible dans la vie de vos concitoyens, que ce soit en matière d'accès aux soins de santé ou en permettant à vos agriculteurs de maintenir et de développer leur production qui, elles aussi, sont spécifiques. Et c'est cela notre objectif prioritaire, apporter des réponses concrètes, ciblées et aussi rapides que possible aux attentes et aux préoccupations de nos concitoyens, où qu'ils soient à travers le monde. C'est la raison pour laquelle une importante partie de nos débats et de la stratégie à venir doit porter sur l'amélioration de la mise en œuvre de fonds européens dans un souci de simplification et d'efficacité et de meilleure coordination entre les différents fonds. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous invite également à vous tourner vers notre plan d'investissement, qui, au début, fut connu comme le plan Juncker. Parce que ceux qui pensèrent que c'était un échec voulaient pré-identifier celui qui en serait responsable. Maintenant que cela fonctionne, cela ne s'appelle plus le plan Juncker, mais le plan d'investissement stratégique. Mais c'est le même. Je voudrais que vos régions se mobilisent, et certaines d'entre elles le font avec verve et ferveur, pour s'engager sur cette voie et pour pouvoir ainsi participer, notamment, projet important, à un projet de nouveau câble sous-marin qui relierait le Brésil et l'Europe et connecterait ainsi la Guyane, les Canaries et mes amis de Madère. Je les encourage, les régions, à poursuivre sur cette voie. Et j'encourage celles qui ne sont pas encore arrivées au bout de leur ambition et de leur réflexion en cette matière à suivre leur exemple en se coordonnant avec leur État membre et la Banque européenne d'investissement. Mais au-delà de la politique de cohésion, ma commission, si vous me permettez l'emploi de ce prénom possessif quelque peu exagéré, mais non, ma commission est également très attentive à la prise en compte de vos spécificités dans toutes les autres politiques européennes, et notamment notre politique commerciale, où les régions dites ultra-périphériques ont des intérêts à défendre qui se distinguent quelque peu des autres parties de l'ensemble européen. J'ai entendu les préoccupations de vos présidents de région à ce sujet, et vous pouvez compter sur l'appui de la Commission et plus particulièrement sur celui de la commissaire Malmström. Je voudrais aussi que vos régions profitent davantage, que cela n'est pas le cas actuellement, nous le savons, des programmes tels que Erasmus ou bien encore le programme COSME pour les entreprises. Parce que ces programmes peuvent vous apporter un soutien important dans l'un des principaux combats que vous devez mener, celui de la lutte contre le chômage, et en particulier le chômage des jeunes, qui est une terrible tragédie. J'ai vérifié hier, en revenant de Malte et en avion, les chiffres du chômage dans les régions ultrapériphériques et les chiffres du chômage des jeunes. C'est terrifiant. Et donc nous devrons concentrer et ensemble nos efforts, parce que le combat pour l'emploi, qui est d'abord le combat des gouvernements, est notre responsabilité commune. Je voudrais dire aussi, à cet égard, comme à bien d'autres égards, qu'il ne faut pas croire que l'Europe aurait réponse à tout. Il est dangereux de prétendre que l'Europe a réponse à tout, et donc faire naître de fausses espérances, et donc des désespérances et des désespoirs de demain et des désaffections le surlendemain. Je participe ces semaines-ci à des dialogues citoyens, à Malte, en Slovénie, ailleurs,
Et je suis tout de même impressionné par le fait que surtout les jeunes, qui sont nombreux à venir, pensent que l'Europe a réponse à tout, est compétent pour tout, est responsable pour tout. À force d'avoir entendu, lu et vu pendant des décennies, même ceux qui sont jeunes, que Bruxelles est responsable de tout, les Européens pensent vraiment que nous sommes responsables pour tout. On m'interroge sur les problèmes des homosexuels et des transsexuels, et lorsque je leur dis « je ne suis pas compétent pour cela », c'est votre Premier ministre, qui n'aime d'ailleurs pas que je le dise parce qu'il est toujours présent, les gens sont très surpris. On m'interroge sur des produits régionaux que nous respectons et sur la confection desquels nous ne voulons pas intervenir. Ils ne me croient pas que ce n'est pas nous, mais que c'est leur gouvernement. Raison pour laquelle je demande toujours au Premier ministre du pays dans lequel je fais mon passage éclair de m'accompagner, parce que ça lui donne l'occasion de dire c'est pourquoi il est responsable et c'est pourquoi nous sommes responsables. Moi, j'aime ces exercices. Les premiers ministres les détestent. Nous ne devons promettre que ce que nous pouvons tenir, et c'est déjà beaucoup, mais le niveau national doit jouer pleinement son rôle et ne pas se cacher derrière une commission qu'ils décrivent d'ailleurs comme étant très éloignée des préoccupations de leurs citoyens. Vous savez, je fus Premier ministre dans mon pays pendant 10 années. Être Premier ministre au Luxembourg ne vous permet pas de vous cacher parce que c'est trop petit pour trouver une cachette. Et donc, j'étais en contact... Non, mais le Luxembourg est petit. C'est un grand-duché, mais... Récemment, j'ai expliqué à Poutine, j'ai dit, Vladimir, tu sais pourquoi le Luxembourg n'a jamais attaqué la Russie? Non, je ne sais pas. Nous n'avons pas suffisamment d'espace pour mettre les prisonniers. Donc, le Luxembourg est le seul pays qui sait qu'il est petit. D'autres plus grands l'apprendront bientôt. Donc, le principe de subsidiarité, puisque je parle du Grand-Duché, est un principe sage, nécessaire, qui n'a pas toujours été suffisamment respecté en Europe. Notre commission en a fait un principe directeur de son action et je compte sur vous qui êtes les premiers bénéficiaires d'une application sereine, raisonnée, réfléchie du principe de subsidiarité, de nous aider à le respecter. En vous aidant, mes chers amis, à surmonter vos contraintes, les politiques européennes vous aident dans le même temps à exploiter pleinement les nombreux atouts qui sont les vôtres. D'ailleurs, en observant l'Europe et vos régions, et parfois à vous entendre, je crois que, je vous le dis très sincèrement, que vous êtes insuffisamment fiers de ce que vous êtes et de vos atouts qui apportent beaucoup à l'Europe, puisque vos atouts sont multiples. Ils sont stratégiques, ils sont géographiques, géologiques, maritimes. La biodiversité dans les régions ultra-périphériques est exceptionnelle. Il faut en être fier. Il faut tout faire pour la maintenir en vie, si j'ose dire. Cette diversité bio et autres fait votre richesse et votre réputation de laboratoire privilégié de la recherche et de l'innovation n'est plus à faire. Ce sont des atouts directs pour vous et pour vos régions. Et notre objectif commun est de faire en sorte qu'ils bénéficient à votre croissance, à votre compétitivité et à la création si nécessaire d'emplois. Ce sont aussi, puisque ce sont les vôtres, des atouts pour l'ensemble de l'Europe dans des domaines clés pour notre avenir. Énergie renouvelable, lutte contre le changement climatique, économie circulaire. Vous êtes, dans ces domaines, des leaders, comme on dit en franglais, en matière de projets exemplaires que nous vous aidons à financer
et auxquels participent des chercheurs de renommée mondiale, comme c'est le cas par exemple aux Canaries dans le secteur marin et maritime. Et j'aimerais voir l'Europe continentale afficher des taux de production d'énergie renouvelable aussi élevés que ceux des Canaries ou bien des Açores. Car si la moitié des Européens pouvaient produire d'ici 2050 au moins une partie de leur électricité à partir d'énergie renouvelable, ils couvriraient près de 50% des besoins électriques en Europe continentale. Cela engendrerait des économies, des bénéfices importants pour chacun d'entre nous, nos industries, notre environnement. Et pourtant, les investissements européens dans le secteur des énergies vertes sont en baisse depuis 2011. Donc j'invite, cette fois-ci, l'Europe continentale à suivre l'exemple des régions périphériques. Mesdames et messieurs, je sais que parfois, et pour des raisons compréhensibles, certains d'entre vous peuvent se sentir éloignés, oubliés. Je veux vous assurer que ce n'est pas l'approche de la commission que j'ai l'honneur de présider. Vous êtes, chacune de vos terres, des terres européennes dans le monde. Et alors que certains pays, parmi nos plus anciens alliés, sont tentés par le repli sur soi, vous ouvrez, vous qui êtes l'Europe dans le monde, grand les fenêtres sur l'Europe, sur l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'Afrique du Sud, l'océan Indien et l'Afrique du Nord-Ouest. Sans vous, l'influence de l'Europe à travers le monde serait moindre. Sans vous, nous existerions moins. Ma conviction est que, quelles que soient les distances qui nous séparent, notre coopération doit être très étroite et nous devons utiliser tous les canaux qui existent pour la renforcer encore davantage. Quand je dis que vous êtes parmi les parties nobles de l'Europe, ce n'est pas pour vous faire plaisir, bien que j'aime bien vous faire plaisir, mais parce que je le pense vraiment. Et j'aurai bientôt l'occasion de le dire directement à vos concitoyens, en tout cas à certains d'entre eux, car j'ai la ferme intention de vous rendre visite d'ici la fin de mon mandat. Ne me demandez pas quand, parce que je vous dirai mercredi matin à 11h. Merci.